Compagnon, je me trouve dans l'endroit où en 1942, durant l'occupation allemande, il y a eu, juste en haut là, une liaison avec les services secrets britanniques afin de parachuter du matériel militaire pour la résistance française de Seine-et-Marne. Le paysage m'oblige vraiment à vous faire cette vidéo, vous allez le découvrir avec moi, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram et de partager la vidéo, c'est très important. Et on est parti. Alors compagnon, ce petit bout de patrimoine, vous l'avez vu au paysage absolument remarquable. Il est à l'effigie du réseau Publicain qui a été créé en 1942, qui est un réseau local de résistance en Seine-et-Marne. Ce réseau Publicain, il a été créé fin 1942 par Maurice Brown, appelé sous le pseudo, pour pas se faire attraper, d'Ernest, de Marcel Bard ou encore de Letellier. Ce cher Maurice faisait partie des forces françaises combattantes et justement il a créé ce mouvement avec le capitaine Marcel Fox, officier au service des renseignements britanniques. Ce réseau Publicain, qui est un réseau assez local, il se rattache au plus vaste réseau de renseignement du colonel Buckmaster, qui est chef de la section au renseignement britannique, qui est chargé en fait des actions de sabotage et du soutien à la résistance française. Donc ce réseau, le réseau Publicain, il agit au nord de la Seine-et-Marne, autour du secteur de Meaux et dans l'Oise, dans le secteur de Brégy et de Versigny. La mission de ce petit réseau local, c'est très simple, c'est le sabotage de lignes de chemin de fer, de gares de triage, d'usines mécaniques et aéronautiques qui seraient aux mains des Allemands et qui pourraient faire du mal à la France. Il faut savoir qu'ici, pour le contexte géographique, on est à 50 km de Paris, il faut du matériel pour la résistance et Maurice et Marcel, qui sont à l'initiative de ce petit réseau local, recrutent pour ça les personnes qui connaissent au mieux le terrain et qui ont les compétences les plus adaptées pour le bon fonctionnement du ravitaillement militaire qui s'est passé juste ici. Pour ça, ils recrutent Émile Bouchu, qui est forestier, qui connaît les lieux par cœur. Ils recrutent Benjamin Destré, garde-chasse, pareil, le gars connaît absolument par cœur la forêt. Lucien Saroul, un jeune de 18 ans, et Raphaël Bourdin, lui qui est maçon. Donc ensemble, ils choisissent le secteur géographique le plus adapté pour du parachutage de matériel militaire pour soutenir les actions, et ce sera la vallée où on se trouve, la vallée close. De 1, c'est un endroit très dur d'accès, vous l'avez vu, c'est pas accessible à tout le monde. De 2, il y a des rochers un peu partout, ce qui fait que si vous connaissez pas les lieux, c'est très dur de trouver. Situé en plein cœur de la Seine-et-Marne, à 1 heure au sud de Paris, la vallée close, là où je me trouve actuellement, se situe dans le domaine de la forêt de Fontainebleau. Un patrimoine naturel et historique unique où il y a plus de 40 000 ans, les bêtes sauvages prospéraient et ne donnaient alors qu'à l'homme que de maigres occasions d'y pénétrer. Plus tard, elle deviendra le terrain de chasse des rois de France qui y traquèrent cerfs et sangliers selon les saisons. Elle permettra par la suite, durant la Seconde Guerre mondiale, grâce à ses caractéristiques, de cacher des armes et d'organiser la résistance face à l'ennemi. Pourquoi de la hauteur? Précisément parce qu'il y avait un besoin de balisage aérien et on était obligé de trouver un endroit un petit peu dégagé pour que les avions puissent faire leur travail et larguer le matos. Publicain est présent à Meaux aussi avec un certain personnage qui s'appelle Desbonnes et un couple de dentistes, Camille et Thérèse Morin. Et justement, cette dernière, elle met Brown en relation avec des agents et ingénieurs de la SNCF qui lui fournissent des plans des voies ferrées et des postes d'aiguillage. La nuit du 21-22 juin 1943, sur les ondes de Radio Londres, il y a ce message qui est diffusé aux résistants. C'est en Touraine qu'on parle le meilleur français. Et précisément, compagnons, vous vous en doutez, ce message annonce le parachutage aux résistants. Ici, précisément, ils reçoivent 10 conteneurs avec le matos et Auguste von Kiederen transporte la cargaison jusqu'à la grotte du parachutiste. Cette nuit-là, Marcel Fox et Brown assurent les signaux lumineux pour indiquer à l'avion le lieu du largage. Sous le nez des milliers d'Allemands présents à seulement quelques kilomètres dans les villes voisines, un charretier nommé von Kiederen et Lucien Saroul, un jeune de 18 ans, se pressent de cacher dans une grotte les 32 mitraillettes, les 24 pistolets, ainsi que les 100 grenades incendiaires, les 30 mines antivéhicules et les 120 grenades.
Ces armes seront par la suite distribuées à Juvisy, à Château-Landon, à Brie-contre-Berre, mais aussi à Paris, où elles serviront d'ailleurs pour la libération de la ville la semaine du 19 au 25 août 1944. Il y a une seconde opération qui est prévue pour une prochaine cargaison avec pour message « Paulette, sois bien sage, ton papa pense bien à toi ». Cette seconde mission est la preuve que l'endroit choisi par les membres du réseau de résistance est un endroit idéal et que la première mission a été un succès. Ce massif est si important que les Allemands n'ont pas le temps d'en apprendre les secrets, et même s'ils contrôlent les villes voisines, ils n'ont pas encore les yeux rivés sur le terrain de jeu du groupe de résistants. Cependant, par un concours de circonstances, la nouvelle mission de largage de munitions semble compromise. Les Alliés opèrent un bombardement dans la région de Melun à seulement 30 km, et les Allemands construisent une tour de guet non loin du site de largage. Un avion de chasse allemand rôdant régulièrement dans la région fait tomber la mission à l'eau malgré la préparation des résistants, au cas où. Alors que la répression des Allemands devenait toujours de plus en plus intense envers les réseaux de résistance, le 7 septembre 1943, les Allemands, aidés par la Gestapo, lancent une opération à Paris au 61 rue de la Condamine à Paris. Et ce jour-là, alors qu'ils déjeunent avec d'autres résistants à cette adresse pour organiser les futures missions, Marcel Fox est arrêté avec l'ensemble des résistants présents dans l'appartement. 13 jours plus tard, Maurice Brown, l'autre tête du réseau Publican, se rend à Paris justement pour essayer d'organiser la libération de Marcel ainsi que la libération des autres résistants qui ont été arrêtés 2 semaines plus tôt. Ce jour-là, le 20 septembre, il est arrêté à son tour avec une autre résistante alors qu'il marchait sur le pont Mirabeau pour ensuite être interrogé dans l'avenue Foch par les forces allemandes. Et dans ce genre de situation, l'espoir de sortir du contrôle sain, sauf et libre quand on fricote toute la journée avec des résistants, cet espoir, il est bien maigre et Maurice Brown n'échappera pas à la règle puisqu'il sera interné à la prison de Fresnes où il y sera aussi torturé. Cette prison, pas un jour ne passe sans que quelques prisonniers soient fusillés et pas un jour ne passe sans que l'horreur et la mort ne vous quittent. Avant de vous raconter la déportation de Maurice et sa rencontre dans un camp de concentration avec le célèbre Alfred Heurtaud, as de l'aviation, héros de la guerre 14-18, rencontre qui lui sauvera la vie, il faut rendre hommage au triste destin de la forêt de Fontainebleau qui subira la colère des Allemands après qu'ils aient découvert, suite aux arrestations, l'existence du réseau Publican et l'existence également d'un endroit dans cette forêt qui abrite et cache des armes clandestines destinées à la liberté de la France et destinées à plomber le derrière des Allemands. En plus des informations tirées des enquêtes et des arrestations, le réseau Publican est dénoncé et les Allemands apprennent que depuis quelque temps, il y a un groupe de mecs qui utilisent dans leur dos le massif pour larguer des armes, pour les cacher et ensuite pour les distribuer. La recherche des Allemands sera vaine parce qu'ils ne connaissaient pas le terrain, ils n'avaient pas le temps pour regarder le moindre recoin de ce massif et face à leur échec et face à leur incapacité à retrouver les armes cachées dans les forêts par les résistants, le 26 juillet 1944 vient secouer la forêt de Fontainebleau. Les Allemands ont pris leur décision. S'ils n'arrivent pas à trouver les armes, ils les détruiront quand même. Ils savent seulement qu'elles sont cachées là, quelque part dans la forêt. Et si la seule information concernant la localisation des armes est générale, loin d'être précise, ça ne représente pas tellement de problème pour éliminer la menace. Et ce 26 juillet 1944, les Allemands font voler des bombardiers au-dessus de la forêt et ils larguent des bombes incendiaires qui ont pour but, tout simplement, de brûler le massif. Ce 26 juillet brûlera plus de 1100 hectares de forêt. Les arbres, qui ont mis des dizaines d'années à pousser dans le sol, sont calcinés. La faune, quant à elle, est dérangée. Les animaux sont délogés de leur territoire millénaire. Mais les armes, quant à elles, ont été recouvertes de pare-feu par les résistants qui envisagent le pire à chaque moment. Instinct qui sauvera les armes de la destruction allemande. Le réseau Publican est maintenant à l'arrêt, les armes sont distribuées et Maurice Brown, la tête du réseau, est emprisonné à Fresnes. Voilà le contexte. Un mois après l'incendie allemand pour brûler les armes dans le massif, Maurice fait partie du dernier convoi en direction du camp de concentration de Buchenwald en Allemagne
camp qui a le malheureux titre d'être, à la fin de la guerre, le camp de concentration le plus important du Reich allemand, camp où Maurice a bien failli mourir d'épuisement. Je dis bien a failli mourir parce que dans ce camp où 56 000 personnes ont perdu la vie, Maurice va faire une rencontre qui lui sauvera la vie, une rencontre qui, dans le froid allemand et dans la neige glaciale du camp, lui donnera un second souffle, un simple souffle qui semble facile quand on en parle assis sur un fauteuil, mais qui demande une énergie folle et une force mentale incroyable en conditions réelles. Le camp de Buchenwald, là où est enfermé Maurice, est situé sur un plateau dans la colline de Lettersberg, au centre de l'Allemagne, et c'est une région l'hiver qui a la particularité d'être glaciale. Donc, le groupe de prisonniers dont fait partie Maurice se met en route un matin alors qu'il fait encore nuit, ils partent au travail. Et le travail qu'ils vont effectuer toute la journée, comme tous les jours, sous la neige, avec une pause de 30 minutes le midi où ils auront le droit à une simple soupe d'eau pour reprendre par la suite le travail jusqu'à la fin de la journée où, épuisés par l'effort, gelés par le froid et la neige, ils vont devoir se tenir encore debout pendant des heures, des longues heures, des heures interminables. Des heures interminables tant elles sont dures à supporter, les heures d'attente debout et immobiles forment des cônes blancs de neige sur les épaules des prisonniers tant l'attente est longue. Cette attente, c'est le temps que durait l'appel effectué par les SS pour s'assurer qu'il ne manquait aucun prisonnier, que tous sont bien là et qu'aucun n'est passé entre les mailles du filet. Donc ce soir-là, l'appel se prolongeait. Depuis combien de temps durait-il? 2 heures? 3 heures? Je ne sentais plus la fin car le paysage de neige, dans la lumière aveuglante des projecteurs, avait pénétré en moi. Les flammes chargées d'étincelles de la cheminée du four crématoire, qui fonctionnait jour et nuit, n'atteignent même plus mes yeux. Je suppose que je devais dormir, quoique ma conscience veillait et me commandait. Si tu tombes, tu sais bien que tu ne te relèveras pas. L'enjeu de rester debout à ce moment-là et de ne pas s'écrouler est énorme pour Maurice, puisque s'il s'écroule par terre, ça signifie qu'il est trop fatigué, qu'il est inapte à travailler, et je ne vous fais pas de dessin concernant la destination qui l'attend. Si vous n'êtes pas capable de travailler dans un camp de concentration où vous ne servez à rien, vous partez au four crématoire. Rester debout à ce moment-là, c'est clairement une question de vie ou de mort. Après une journée de travail, un très maigre repas et des heures déjà à attendre la fin de l'appel, la fatigue s'est tellement emparée de Maurice qu'il n'arrive même plus à lutter contre cette dernière. À ce moment-là, il tombe raide dans la neige, comme si la vie qui était en lui l'avait totalement quitté. Mais il reste encore un maigre espoir, un très maigre espoir, c'est seulement le sommeil qui s'est emparé de lui. À ce moment-là, il dort tellement qu'il lui faut seulement un coup de boost, une aide extérieure, un miracle, quoi que ce soit, il faut qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui le relève avant que le SS qui est en train de marcher de rang en rang et qui s'approche du sien fasse la découverte qui lui serait fatale, la découverte qu'il est tombé et qu'il n'arrive plus à rester debout. L'étau commence à se resserrer parce que le SS approche en vérifiant les rangs un par un. Maurice actuellement est dans un trou noir, un vide, allongé par terre dans la neige, jusqu'à ce qu'une voix arrive à pénétrer ses oreilles qui étaient jusque-là bouchées par le sommeil. Et cette voix, c'est celle d'un as de l'aviation française qui a combattu en 14-18 jusqu'à en recevoir la Croix de guerre et la Légion d'honneur. Cet homme, c'est Alfred Heurtaut. Brillant pilote pendant la Première Guerre mondiale, pilote d'un sang-froid et d'une bravoure hors du commun, membre en 14-18 de la célèbre Escadrille des Cigognes, une escadrille composée des as de l'aviation française avec René Fonck, Georges Guynemer, René Dorme, Raoul Échard, Joseph-Henri Guiguet, Henri-Augustin Rabatel, Roland Garros, Mathieu Tenant de la Tour et tant d'autres qui faisaient partie de cette brillante escadrille en 14-18. Alfred, lui aussi, est détenu dans le camp de Buchenwald, le même camp que Maurice, car résistant et partage les mêmes peines et les mêmes douleurs que son compagnon, actuellement allongé dans la neige et à 2 doigts de la mort. Il se trouve que le destin voulait pour Maurice qu'un brave soit à côté de lui dans l'un des moments les plus cruciaux de sa vie. Réveille-toi, Barbe, mon vieux, il faut lutter. Les paroles venaient de loin, je sentais qu'on me secouait vigoureusement. Allons, allons. Est-ce qu'un officier d'aviation français se laisse abattre? J'ouvris les yeux, j'étais debout dans la neige et quelqu'un me tenait à bras le corps. Et je m'exclamais « Heurtaut !»
À partir de là, quand Maurice a vu le visage de l'un des siens, et pas n'importe lequel, on parle d'Alfred Horto, il arrive à se relever et arrive à vaincre la fatigue qui jusque-là lui faisait fermer les yeux et qui rendait ses jambes si lourdes. Le SS passe dans les rangs un par un pour vérifier, il passe dans celui de Maurice et d'Alfred, il passe comme si ne rien n'était. Maurice, par la suite, survivra dans le camp jusqu'à la délivrance de celui-ci par les troupes américaines en avril 1945. Quand il rencontrera pendant des cérémonies Alfred, l'homme qui lui a sauvé la vie, Alfred lui dira à quel point lui aussi avait une envie terrible de s'étendre aussi par terre comme lui l'avait fait, tant il était à bout de force lui aussi. Marcel Fox, le camarade de Maurice qui avait été arrêté quelques jours avant lui par les Allemands, n'aura pas la chance de survivre et mourra pendu la veille de la délivrance du camp où il était interné par les troupes américaines. La majorité des personnes dont le nom est inscrit sur ce monument seront eux aussi morts pour la France et pour sa liberté, et j'espère avoir réussi à donner vie au mieux à cette histoire, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.